Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 5 février. Comment se débarrasser de son chagrin, un chagrin pour le moins envahissant? Virginie Lemoine et Sophie Forte s'emparent de la question dans un théâtre de boulevard à découvrir à plaisir. Depuis le 1er février, le théâtre des Arcades de Buc vit au rythme des rencontres théâtrales de la ville. Des classiques, des contes et des rêves sont au programme. Un nouveau festival a vu le jour à Versailles. Pendant 2 jours, curieux et passionnés ont pu se plonger au cœur des langues classiques. Et nous recevrons aussi le LD4, le jeune groupe Guyancourtois sera sur la scène de la batterie en fin de semaine. C'est une pièce écrite à 4 mains. Virginie Lemoine et Sophie Forte nous racontent l'histoire de Pauline, quittée par son mari. Un personnage étrange et attachant débarque alors dans sa vie, le chagrin. Et Pauline, c'est Sophie Forte, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Et ce chagrin est très attachant. Oui, très attachant, d'autant plus que nous avons choisi un magnifique garçon pour l'incarner. Donc, on n'a pas vraiment envie de s'en débarrasser et en même temps, il le faut. Donc, c'est un duel entre moi et lui. Alors, on parle de chagrin, mais c'est avant tout une comédie. Oui, c'est une comédie sur le chagrin. Voilà. En plus, il y a d'autres personnages qui entrent dans la pièce, qui sont d'autres émotions. C'est William Mesguich qui les interprète, une douzaine de personnages et d'émotions. Il joue le mari, il joue les filles, il joue la meilleure amie, mais il joue aussi la colère, la peur, l'espoir, le quotidien qui reprend ses droits, enfin toutes sortes de choses que l'on rencontre quand on vit un chamboulement pareil, parce qu'un chagrin, c'est d'un coup une espèce de tsunami qui vous dévaste et il faut savoir nager, surnager, faire en sorte de le surmonter, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on en vient à écrire sur le chagrin? Pourquoi? Parce que c'est pas un sujet facile, mais tellement universel. Oui, alors, disons que certaines circonstances de la vie nous poussent parfois à écrire, parce que ça nous fait du bien de nous libérer du chagrin, notamment. Il y avait ça au départ, et puis aussi le fait j'ai travaillé avec Virginie Lemoine, qui est une amie de longue date, qui a un univers très surréaliste. Et cette pièce, c'est un peu comme quand on entre dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, et le décor est un peu mouvant, tout ça, et c'est assez loufoque. Et c'était intéressant de travailler un sujet grave comme ça, de façon aussi imprévisible, je dirais. Je vous propose qu'on regarde un extrait avant d'en dire un peu plus. Merci. Va, je ne te hais point. Tu sais, ce voyage dont tu as rêvé pendant des années et qu'on devait faire cet été en Antarctique. On va y aller ensemble. Elle et moi. C'est par là. Dors, personne ne rêve de ton corps. Petite fille jolie, maintenant toute flétrie. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans cette pièce ou vous êtes inspiré de votre entourage qui s'est peut-être un jour confié à vous? C'est un peu tout ça, c'est un peu du vécu, c'est aussi le vécu de certaines de mes amies ou de mes amis garçons ou filles d'ailleurs, tous les gens qui ont rencontré, c'est vraiment un chagrin d'amour. En fait, ça parle aussi du deuil, du fait d'accepter d'avoir perdu quelqu'un. Et voilà, bien sûr, Virginie aussi a eu ce genre d'expérience, beaucoup de gens autour de moi. Donc, oui, j'ai recueilli un peu les confidences d'amis. Et puis j'ai observé moi-même ce que faisait le chagrin au moment où je le vivais. C'était intéressant de pouvoir se détacher un peu de mes émotions et de prendre du recul en disant tiens, je passe par cette phase-là, donc ça aussi c'est intéressant à mettre dans la pièce. Et donc ça m'a aidé aussi. C'est peut-être aussi donner de l'espoir à ceux qui vivent actuellement un chagrin, parce qu'on s'en sort toujours, ça peut être long, mais on s'en sort toujours. On s'en sort souvent. Et ça donne beaucoup d'espoir. De toute façon, les gens qui viennent, alors ils sont émus, oui, il y a des moments émouvants, ils rient beaucoup, et beaucoup de gens viennent me parler après, parce que moi j'aime beaucoup dire au revoir aux gens à la sortie. J'ai beaucoup fait de jeunes publics aussi, j'ai été chanteuse, enfin je suis toujours chanteuse pour enfants, et j'adore dire au revoir aux petits à la fin, et je me suis dit tiens, mais avec les grands c'est pareil, c'est sympa de dire au revoir aux gens, et puis on a leur réaction comme ça à chaud, ce qu'ils ressentent, ils ne le cachent pas quand ils vous disent au revoir. Quelle est la première impression qui ressort avec le public? C'est ça m'a fait du bien de me rendre compte peut-être que je suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui me disent ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent merci. Il y a beaucoup de gens qui me disent on le vit en ce moment. Après il y a des gens qui se laissent un peu plus aller à la confidence ou qui nous attendent à la
fin en disant « Mais moi, je suis en plein dedans, il y a des gens qui pleurent. » Enfin, c'est formidable, c'est génial, c'est un vrai partage. Et puis, effectivement, je pense qu'ils vont mieux quand ils sortent que quand ils rentrent. Ça explique sans doute le succès de la pièce, que vous l'avez présentée en 2017, le Festival Off Avignon, et une tournée aujourd'hui. Oui, on a eu beaucoup de chance parce que c'est une pièce qu'on a écrite finalement il y a 2 ans seulement. On a eu la chance de jouer à Avignon d'abord au Buffon. Ensuite, on a joué 7 mois au Théâtre La Bruyère à Paris. C'est un très joli théâtre. Et ensuite, nous commençons cette tournée. Nous refaisons Avignon l'été prochain. Est-ce que vous vous nourrissez aussi peut-être des témoignages de vos spectateurs pour modifier le spectacle, ou ça reste le socle du début? Ce ne sont pas les témoignages des spectateurs qui font que le spectacle change. Ce sont les idées qui nous arrivent alors que nous jouons. Il y a peu d'impro en général dans ce que je fais. Moi, j'aime bien que les choses soient très carrées. C'est justement parce qu'elles sont carrées que j'ai la liberté après de mieux en jouir. Mais il arrive qu'on trouve des choses aussi en jouant. Et ce qui est merveilleux avec le théâtre, c'est que on recommence chaque soir et que c'est tout le temps, c'est un renouveau permanent. Donc on peut tester des nouvelles choses, on peut en enlever, on peut en remettre. Le spectacle qui est aujourd'hui c'est pas très différent non plus, mais c'est quand même plus du tout le même que celui qu'on a monté il y a 2 ans. On a rajouté des trucs, on a trouvé des complicités, des fois on a fait une bourde, une bêtise, on se dit mais c'était génial, en fait faut le garder. Bon. Voilà, et ça, c'est incessant, hein, ça peut durer des années, mais il y a des pièces que j'ai jouées 5 ans, et jusqu'à la dernière, c'était jamais la même. On peut souhaiter que ça. Je voudrais qu'on termine. Alors, on a nommé William Mesguich, donc qui joue tous les rôles, notamment celui de votre ex-mari, oui. Mais il y a aussi Chavdar Penchev, alors j'espère que j'ai bien prononcé Chavdar son nom, Penchev, oui. qui joue le chagrin. Pourquoi lui ? Mais c'était le chagrin incarné. Mais moi, j'ai vu cet homme. Alors déjà, j'ai trouvé cet homme merveilleux parce que, d'abord, il est très beau, mais surtout, c'est un comédien absolument remarquable. Il est capable de faire passer toutes les émotions. Il est terrifiant, il est drôle, il est fou, il est sympathique, il est affreux. Il a tout en lui. Et je l'ai vu jouer dans une pièce qui s'appelait La vie, bien qu'elle soit courte, qui était à Avignon, en même temps que la mienne, Le Dalai et moi, que je jouais il y a 3 ans. Et j'ai trouvé ce comédien merveilleux. Et j'avais déjà l'idée du chagrin. Je l'avais pas encore écrite, cette pièce, mais je me disais, tiens, ça serait intéressant d'écrire sur le chagrin. J'ai vu ce garçon, j'ai dit, non, alors c'est lui qu'il me faut. C'est mon chagrin. Et je l'ai attendu à la sortie. Je dis, vous êtes mon chagrin. Cette fille est folle. Et donc, il s'est révélé parfait pour la pièce. Vraiment un formidable comédien. Merci. D'ailleurs, les deux, hein. William aussi, c'est un feu d'artifice. William est un feu d'artifice. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple. Le théâtre Espace Coluche de Plaisir, le 9 février prochain, c'est pour Chagrin pour soi. Sophie Forte, merci beaucoup. Merci à vous, c'était charmant. Merci. Dépoussiérer le latin et le grec, questionner leur héritage, leur transmission. À Versailles, le week-end dernier, se tenait la toute première édition d'un festival entièrement dédié aux langues classiques et aux chinois. 2 jours de rencontres et d'échanges avec parfois des influences magiques. Regardez. Wingardium Leviosa. Un langage de sorcier qui emprunte au latin. J.K. Rowling a parsemé ses ouvrages de références antiques. Des emprunts qui ont donné envie à la romancière Blandine Lecalé d'en faire un ouvrage sur une idée soufflée par ses étudiants. Déjà, il y a beaucoup de noms de professeurs qui font directement référence à des dieux du panthéon gréco-romain. Le professeur McGonagall s'appelle Minerva. C'est Minerve Athéna, la déesse de la sagesse, et aussi une déesse guerrière. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les noms, il ne s'agit pas simplement d'emprunter des noms, c'est que la personnalité des personnages qui les portent sont aussi en accord avec les dieux, leurs homonymes antiques. Une démarche de vulgarisation qui s'inscrivait dans le premier festival des langues classiques organisé par la ville de Versailles. Au cœur de cette édition, la transmission des racines pour comprendre sa culture. Versailles, son château, cette ville est une ville qui s'est conçue dans une logique de référence à l'antique. Il suffit de se promener dans les jardins du château de Versailles pour voir ces statues qui sont pour beaucoup d'entre elles des copies d'antiques. Le néoclassicisme est né à la cour. Une vingtaine de rendez-vous animés par des chercheurs, des historiens et des romanciers pour dépoussiérer l'image des langues. Moi j'aime bien la éthologie et comme c'était maman qui m'avait proposé, moi j'ai dit oui. Ça permet justement de faire vraiment le lien entre aujourd'hui et les langues anciennes et montrer que ça sert encore aujourd'hui et que c'est important la culture antique encore aujourd'hui. Le festival a attiré près de 2000 passionnés. Les organisateurs réfléchissent déjà à la seconde édition.
Des contes et des classiques, les 10e rencontres théâtrales ont débuté le 1er février dernier à Buc, mais amoureux de théâtre, pas d'inquiétude, il y a encore 4 rendez-vous à vivre au Théâtre des Arcades. Anissa Tamini, vous êtes responsable du pôle culture de la ville. Bonsoir. Bonsoir. Et Marguerite Chaine, vous êtes la directrice artistique de la compagnie Très Azimut et qui sera sur scène le 8 février. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Anissa Tamini. Ces rencontres théâtrales, ce sont des moments pour petits et grands, petits, grands, comment ça se passe? Tous les âges, de 7 à 107 ans. Donc voilà, l'idée c'est de réunir toutes les générations autour d'un festival qui va du classique au contemporain, avec l'idée beaucoup d'idées, faire rencontrer les gens, envoyer des émotions, les rencontres intergénérationnelles, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, les parents avec leurs enfants, etc. Donc voilà, vraiment favoriser ce moment de rencontre et d'émotion et d'échange. D'où une certaine programmation très axée aussi famille. Il y a des classiques, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de contes, notamment dans cette deuxième partie. Oui, alors nous avons quand même voulu... D'abord, je tiens à souligner que c'est la 10e édition, donc 10 ans pour nous, c'est une date importante. C'est un festival qu'on essaye de développer tout le long des années, et l'idée c'est aussi de lui donner du sens, de la matière, et c'est vrai qu'on voudrait quand même que le jeune public puisse trouver sa place. Donc on a proposé une date, un mercredi, avec les contes de Perrault, et l'idée c'est aussi d'amener le jeune public à s'intéresser au théâtre, parce qu'on voit qu'on a du mal quand même à le mobiliser. Donc les contes de Perrault seront proposés par la compagnie L'Air de Rien. Les compagnies, quand on regarde, quand on creuse un peu, elles sont du territoire. Oui, ça c'est important pour nous, parce qu'en fait, au-delà du festival lui-même, qui cherche quand même à investir, dans le, comment dire, l'idée, c'est aussi de faire venir des compagnies du territoire. On a quand même un territoire qui est important. On a beaucoup de talents, et on a pris en tout cas le pari de dire, de monter un festival de qualité avec des compagnies qui en veulent et qu'on a envie aussi de porter. Nous avons créé d'ailleurs un logo qui s'appelle Made in Buc, et l'idée c'était aussi de vraiment porter des talents, et c'est le cas d'une compagnie qu'on a là à Très Azimut, et qui est donc une compagnie bucquoise, et qui nous a déjà fait un projet qui était magnifique, et là l'idée c'est aussi de fédérer tout le monde autour de ce projet-là et de faire découvrir. Donc c'est aussi une démarche, ce n'est pas simplement une programmation. L'idée, c'est vraiment d'amener les gens à suivre un projet, à le vivre de bout en bout, et peut-être même de se dire j'y suis pour quelque chose, donner des avis. Donc ça, c'était important pour nous. Voilà. Justement, Marguerite Chaine, on vous a présenté un festival comme ça, des rencontres, c'est important pour une compagnie comme la vôtre, parce que vous êtes bucquoise, la compagnie. Oui, tout à fait. Bien sûr que c'est important, ouais, tout à fait. Surtout que pour nous, notamment cette année, c'est l'opportunité de faire notre première pour ce spectacle de La Belle et la Bête qui a été créé à Buc. On a été accueillis en résidence au Théâtre des Arcades. Un soutien logistique, un soutien créatif, comment ça s'est passé? Oui, un soutien à la création avec la mise à disposition du théâtre, le soutien évidemment des élus de la ville, d'Anissa. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'arriver à cette première étape qui est la sortie de création, et de se confronter à un public, à des regards, à des premiers échanges en fait. Alors cette création, c'est La Belle et la Bête, vous l'avez nommée, vous la coproduisez avec la compagnie L'Air de Rien, qui elle, sauf erreur de ma part, est versaillaise. Une libre adaptation. On n'est pas dans le roman de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Alors, presque. On est parti du conte. On est parti du texte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui vraiment, on dit les mots de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Mais notre envie, c'était évidemment de l'emmener ailleurs, d'en faire autre chose, de faire de ce conte qui est connu de tout le monde, quelque chose d'assez universel. Surtout le dessin animé, souvent. Voilà, exactement. Donc ce n'est pas du Disney, mais on voulait en faire quelque chose autour de l'idée de la rencontre. C'est surtout ça qui nous a touchés, l'idée de la rencontre, de la beauté aussi de cette rencontre
au-delà des apparences, du regard qu'on a sur soi, qu'on porte sur l'autre. On voulait parler de sensualité aussi. C'est entre autres pour ça qu'on a ajouté une partie chorégraphique. On dit que c'est un conte chorégraphique parce que la danse y a beaucoup de place. La danse contemporaine et hip-hop, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. C'est aussi la rencontre de ces deux univers-là parce que donc, Christophe West, qui est un autre interprète, vient du coup du milieu hip-hop et moi-même de la danse contemporaine. Et puis évidemment avec le théâtre, avec la comédienne Louise Corcelette. Donc avec ce trio-là, on refait vivre le conte et on lui apporte une autre dimension. Il y a plusieurs sens de lecture et c'est aussi pour ça qu'on a voulu en faire un spectacle familial qui parle vraiment à tout le monde, avec une envie à la base de parler aux adolescents. Aussi, c'est pour ça qu'on avait choisi l'idée du conte et puis... Et voilà, après, le choix de La Belle et la Bête, je viens de vous l'expliquer. C'est un public qui ne va pas nécessairement au théâtre. Souvent, les adolescents, faut les pousser. C'est ça aussi qui vous intéresse à Buc, des compagnies qui proposent des projets pour ouvrir la culture à tout le monde. Il était important pour nous aussi la notion de résidence. Parce qu'une résidence, c'est suivre un projet du début jusqu'à la fin, c'est d'encourager une troupe, c'est de venir, c'est de découvrir, c'est de pouvoir parler du projet. Je veux dire, le projet en lui-même, son aboutissement n'est que la cerise sur le gâteau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir développer parce qu'on voit que ça a un impact sur le jeune public qui aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui ou même, je veux dire, l'attrait quand même pour le théâtre est assez faible, et alors qu'on y vit des émotions extraordinaires. Mais c'est des petites graines qu'on voudrait semer justement pour qu'après, parce que c'est vrai que aller au théâtre avec son grand-père, sa grand-mère, parfois c'est un souvenir inouï et ça permet quand même de grandir et d'ouvrir son esprit et on encourage vraiment le jeune public à venir. Donc voilà, on essaye aussi de programmer des pièces qui sont étudiées dans les collèges et les lycées. C'est aussi une manière de les appeler vers nous. Alors on est un peu pris par le temps, il y a un spectacle qu'on ne pourra pas nommer mais on a vu les images, un spectacle très étonnant. Alors c'est un peu pour les plus jeunes aussi avec du sable. Lorraine Biorel qui fait des choses absolument extraordinaires avec ses mains et du sable. Magnifique. C'est vraiment, j'invite les gens à venir. C'est un voyage dans le temps. C'est d'une poésie extraordinaire. Voilà, il y a juste, on est là, la beauté du geste, la beauté du détail, et puis juste voyager dans le temps. C'est vraiment un super spectacle et j'invite tout le monde à venir le voir. Merci à toutes les deux d'être venues en plateau. Oui, le temps file toujours très vite. Alors, pour ne rien rater de ces rencontres théâtrales, le site de la commune s'affiche en bas de l'écran. Un mot de musique à présent. On débute avec du jazz en faisant un bond dans le temps. Le Hollywood Orchestra emmène le public dans le répertoire des années 50-60 de la côte ouest. La formation musicale était sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le week-end dernier. Regardez. Here we are, face to face again, and in some far off place again. Hand in sweet, we go everywhere, as you know, that's nowhere in Brazil. Une grande formation à l'image des années 50-60, le Hollywood Orchestra vous fait traverser l'Atlantique à l'époque des studios d'Hollywood et des grandes maisons de disques. Une forme de démesure, ça c'est certain, c'est-à-dire que des mesures par l'importance du projet, le nombre de musiciens qu'on est, le caractère vraiment orchestral, et puis plus spécifiquement par rapport aux arrangeurs, un goût du détail et de la discrétion aussi qui est vraiment particulier. C'est des arrangeurs qui écrivaient pour accompagner des chanteurs, des chanteuses la plupart du temps, et qui ont réussi à donner à la fois un caractère important aux morceaux qu'ils écrivaient, tout en restant très discret. Rendre hommage aux arrangeurs, les musiciens qui créent, orchestrent souvent dans l'ombre. Pour l'occasion, les 14 musiciens de l'Umlaut Big Band se transforment pour être 39 sur scène, accompagnés de chanteurs. La musique, elle est vivante, c'est aussi ça, du coup, la mettre dans un contexte festif, c'est aussi, je trouve, la rendre vivante et la faire sortir des musées aussi un petit peu. Là, pour le Hollywood Orchestra, l'aspect festif, il est toujours là, il est important pour nous. Une démesure à l'américaine qui fait du jazz une fête. L'orchestre redevient l'Umlaut Big Band le 7 mars prochain à Douai pour un hommage à Don Redman. And you and I just fit Brazil. On
accueille un nouvel invité, Joachim Kitoko, membre du groupe LD4, qui se produit ce vendredi à la batterie. Un groupe tout récent. Tout récent, merci de l'invitation. Ouais, exactement. LD4, c'est un groupe qui s'est formé fin 2017. On a sorti notre premier clip en juin 2018, qui est un clip qui a bien marché, et là, l'histoire suit son cours. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous former en groupe? Parce que j'ai cru comprendre que la musique était avant tout un divertissement. C'est ça. Le groupe, initialement, c'est un groupe de copains. On s'est retrouvés sur Snap, on a formé un groupe. Et on a décidé, tous les jours qu'on se rencontre, on fait de la musique, on fait sur des mélodies. Et un jour, on a fait une vidéo qui a bien pris, qui a buzzé, on va dire. On a répondu à la demande, hein, tout simplement. Et justement, cette vidéo, c'est Talaba Waves. C'est ça. Et il y a 7 mois, vous la mettez sur YouTube. On est aujourd'hui à 170 000 vues. C'est ça qui vous a motivé aussi, qui vous a poussé à proposer d'autres choses? Ouais, ça a participé parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai engouement autour de nous. On a fait plusieurs vidéos sur Instagram, Snapchat. Il y a eu des partages des artistes, on va dire, un peu plus connus que nous. Un peu plus professionnels dans leur carrière. C'est ça, qui nous ont donné un petit peu de force, on va dire. Et ça nous a donné envie de continuer. On voit qu'on a un vrai soutien, un vrai public, sur le bassin de Saint-Quentin surtout. Et c'est ça qui nous donne la force tous les jours d'aller au studio ou de sortir de nouvelles choses. Vous savez ce qui plaît? Le son, les paroles, la jeunesse? Vous êtes tous quand même assez jeunes. Ce qui plaît, je pense que c'est les mélodies. C'est les sonorités un peu africaines c'est simple, ça rentre dans la tête. On va écouter la musique une fois, on va commencer à la chanter toute la journée et ça rentre dans la tête, ça rentre dans le crâne. C'est du bourrage de crâne en fait. Et ces sonorités africaines, elles vous viennent d'où? De vos familles, vos entourages? Ce sont des goûts personnels? Ouais, ça vient du quotidien. Depuis tout petit, on a baigné dans la musique, nous, plus congolaise. On a baigné dans la musique congolaise, ça veut dire que depuis tout petit, on est pareil, on écoute tout le temps on entend tout le temps des nouveaux sons, des guitares, des instruments qu'on connaît même pas, des bruits faits avec des canettes. Et après, ça nous donne l'inspiration à force. C'est l'originalité qui vous intéresse. Mais je vous propose qu'on écoute un extrait. Pas de souci. Viens t'ambiancer, viens pour danser. Non, là, faut plus parler. Montre-moi que t'es congolais. Le beat est entraînant, direct t'es dedans. T'as à peine revu, mais t'es pas déçu. Et les beaux chats, c'est bien nous qui font danser la concu. On dépasse les frontières, ramène les billets. 240 francs, on est trop fiers, on va s'en aller. 17 ans, des filles à la parcelle, faut bien s'installer. Alors ce vendredi, c'est votre premier concert dans un cadre professionnel. Vous faites la première partie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Ouais, je pense qu'on est prêt. Hein. De toute façon, on prend les choses avec du recul. Donc on sera comme d'habitude entre nous, entre copains. Donc ça veut dire que malgré cet aspect plus professionnel, on va rester dans ce qu'on sait faire. Donc on va rester naturel, on va ambiancer le public comme d'habitude. On va continuer ce qu'on sait faire de mieux. Est-ce que ça va être aussi l'occasion d'échanger avec les professionnels qui seront là? Parce qu'il y en a qui passent après vous sur scène. Là, c'est clair qu'il faut le prendre aussi comme une opportunité d'échanger avec des professionnels, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des contacts aussi. Donc ouais, je pense que c'est une belle opportunité, ce genre de scène. Vous avez le soutien de la ville dans vos créations? Vous êtes suivi peut-être par la batterie ou le phare jeunesse? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à avoir le soutien de la ville de Guyancourt. C'est-à-dire que nous, initialement, quand on a nos inspirations, la première mélodie, elle vient personnellement quand on est chez nous. Mais après, dans la conception de la musique, on a la chance d'avoir le phare jeunesse à disposition, qui a un studio dans ses locaux. C'est-à-dire qu'on va travailler les maquettes au phare jeunesse, dans le studio, et puis ce qui nous permet d'aller au studio directement et de finaliser le son. Merci beaucoup Joachim. Je le rappelle, vous êtes un membre de LD4. C'est Votre ça. groupe sera sur la scène de la batterie à Guyancourt ce vendredi 8 février. Et on passe maintenant à notre page agenda.
À la Meurice de Trappes, suivez la quête de Don Quichotte, le héros de Cervantes, brave personnage, marionnette et objet enchanteur. Un spectacle à voir dès 14 ans, regardez. En ce mois de février, les concerts reprennent pour les Amis de l'Orgue de Coignières. Ce dimanche 10 février, vous pourrez écouter un duo, trompette et orgue. Un jeu d'écriture pour les moins de 20 ans. Le réseau Fil des Pages vous lance le défi de réaliser des poèmes, des nouvelles, des fictions autour d'une liste de 10 mots. 5 catégories sont ouvertes et la remise des prix aura lieu le samedi 25 mai. La ville de Guyancourt recherche ses nouveaux talents. Le concours d'art visuel présente chaque année une sélection d'œuvres toutes techniques confondues. Si vous souhaitez exposer vos créations, vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire. C'est la fin de ce 7 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.